Bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Riondel, président de Mini Green Power, promo Lille 88. Hubert Sabourin, mon associé. On a créé Mini Green Power en 2014, une start-up. Aujourd'hui, on a 18 salariés. Voilà, ça fait 3 ans qu'on continue à se développer. On n'a pas encore réussi, c'est-à-dire que la société n'est pas encore viable par ses ventes, mais on se développe et on se bat chaque jour pour essayer finalement de réussir notre défi, de réussir en France, mais aussi à l'étranger, parce que c'est surtout à l'étranger qu'il y a le plus de potentiel. Donc on avait eu l'occasion de présenter notre société il y a 1 an. Donc on nous a demandé, 1 an après, vous expliquer à peu près les avancées qu'on a pu faire là, récemment, et surtout quels sont les freins qui nous empêchent de nous développer. On va faire notre mieux et puis on est ouvert aux questions. Voilà, donc notre vision, c'est que la production d'énergie à l'avenir se fera de plus en plus dans des petites unités décentralisées qui font appel aux énergies renouvelables. Donc l'introduction de Martial était très bien dans ce sens-là. Dans ce contexte de la production décentralisée d'énergie à l'avenir, nous, on s'est donné comme mission de faire des petites centrales à taille humaine, c'est important, qui vont donc produire des énergies vertes à partir de résidus végétaux qu'on collecte localement et d'énergie solaire. Alors nous, on parle de biomasse, mais nous, plus spécifiquement de résidus végétaux, on va voir après pourquoi. Et notre ambition dans ce domaine, c'est de devenir le leader mondial des énergies renouvelables non intermittentes, par opposition à l'éolien ou au solaire, dans notre gamme de puissance d'ici 5 ans. Voilà, donc c'est un objectif très ambitieux, mais avec les produits qu'on développe, on est très confiant qu'on va y arriver. Alors voilà notre équipe, donc Jean s'est présenté rapidement. Moi, je ne suis pas issu des arts et métiers, puisque j'ai fait l'école de physique et chimie à Paris. Et comme Jean, j'ai un passé dans l'énergie fossile, puisque j'ai travaillé 27 ans dans le groupe BP, que j'ai quitté donc, il y a 7 ans maintenant. Pendant 3 ans ensuite, j'ai fait des projets photovoltaïques dans le Var, c'est là où j'ai rencontré Jean. Et puis après, donc, je me suis associé à lui pour fonder Mini Green Power. Donc moi, je n'ai pas dit ce que j'ai fait avant, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai démarré, j'ai bien contribué à ma façon à polluer le monde pendant 20 ans. C'est-à-dire que formé par Alstom dans le démarrage des turbines à gaz, au bout de 3 ans, donc j'étais vraiment expert sur une niche et donc je me suis mis à mon compte et j'ai démarré pendant 20 ans à chaque fois la plus grosse centrale de cogénération du monde à base de turbines à gaz. Donc il y a 20 ans, c'était 200-250 mégawatts la plus grosse. Et puis c'est passé par une centrale à fosse Sycophos 450 mégawatts. À l'âge de 26 ans, j'ai créé ma boîte. À 31-32 ans, non seulement j'étais pas suffisamment content de faire les plus grosses centrales du monde, mais par appât du gain, je me suis spécialisé dans les centrales qui étaient démarrées sous les bombes. Donc Iran, Nigeria, Angola, dans les pays un petit peu dangereux. J'ai été pris en otage en Iran au passage, mais j'ai été libéré. Et j'ai fini en Israël, à Ashkelon, encore sous les bombes, en 2012-2013, sur une centrale de 900 mégawatts, pour laquelle j'étais responsable du démarrage encore. Et puis c'est là que j'ai pris conscience que finalement, le gros, ça avait ses limites et que vraiment, l'énergie de demain, c'était un petit peu la fin des grosses installations et c'était le renouvelable. C'est comme ça qu'on a créé Mini Green Power. Alors, pour partir sur des centrales de petite taille et du renouvelable, il faut s'entourer de spécialistes. Donc, en fait, on a embauché des chercheurs, un Italien qui avait créé sa start-up dans la gazification 4-5 ans avant nous. Et au moment où on a commencé à discuter avec lui, ils ont fait faillite. Donc, on a racheté les brevets qu'ils avaient faits. Et puis, surtout, on n'est pas parti de zéro au niveau de la gazification. Et puis, on a embauché des chercheurs du CEA et puis du CIRAD. Les deux
gros labos qui font un petit peu foi en France. Et puis, on s'est entouré d'un commercial, de jeunes ingénieurs, des gars de mais pas que, et des techniciens pour créer voilà, notre démonstrateur, faire la preuve du concept, et puis ensuite créer des premières centrales. On va vous les présenter après. Voilà donc ce qu'on fait, donc on convertit des résidus végétaux en énergie, donc soit chaleur pure ou chaleur et électricité par cogénération. Alors vous me dites, bon, il y a beaucoup de centrales qui font comme ça, mais nous, on se spécialise en fait dans les résidus végétaux, dans les déchets végétaux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de centrales biomasse. On l'a vu avec les exemples autrichiens, hein, qui permettent de convertir de la biomasse, on va dire, noble, propre, hein, comme les plaquettes forestières, en énergie. Mais là où c'est beaucoup plus difficile de le faire, c'est pour ce qu'on appelle par exemple les déchets verts, hein, donc ce qui est collecté par les collectivités aujourd'hui, qu'ils vont broyer pour en faire une partie en compost, et puis le reste qu'on appelle le refus de compost, qui est difficilement valorisable dans une chaudière biomasse classique. Donc ça, c'est un des carburants qu'on utilise. On peut aussi prendre des branches fraîchement broyées, hein. Donc quand elles sortent, quand on les broie, on coupe des arbres, on les broie avec les feuilles ou les aiguilles, et nous, on peut consommer ça directement, alors que même si c'est un degré d'humidité élevé de 45-50%, alors qu'une chaudière biomasse ne l'acceptera pas. Donc ça, on se spécialise dans les biomasses difficiles, et aussi les biomasses végétales. On a par exemple, testé chez nous des noyaux d'olive broyés, enfin ce qu'on appelle les grignons d'olive, hein, issus de la presse des olives pour faire de l'huile, et ça a très bien marché aussi. Voilà. Donc on se spécialise dans ces biomasses difficiles, et on associe en fait la conversion de la biomasse en énergie par pyrogazéification, on va y revenir après, avec des panneaux solaires, parce qu'on s'aperçoit en fait que dans les pays en voie de développement, en fait, tout le monde recherche des centrales hybrides. Mais bon, je laisserai Jean développer cet aspect-là des choses, mais c'est quelque chose de très important. Attends, avant de... Oui. En fait, de part, il y avait une réflexion là, tout à l'heure que j'ai entendue en disant « Ouh là là, mais c'est cher le prix ». En fait, effectivement, le prix de l'électricité est si peu cher en France que d'emblée, ça tue les technos comme la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui en France, le prix qu'on nous offre pour un kilowattheure fait à partir de nos centrales, c'est 3 centimes, contre 25 en Italie, 25 à 30, contre autour de 15 en Angleterre, en Allemagne, 20 dans les dom-toms. Et donc, si vous voulez, à cause de certains lobbies nucléaires, par exemple, eh bien, les énergies renouvelables ont été d'une certaine façon massacrées en France et continuent de l'être. En tout cas, dans notre secteur, des réglementations nous empêchent de mettre en France des centrales qui pourtant rendraient des grands services en France parce qu'elles apportent des solutions sur les déchets verts où aujourd'hui il n'y a pas de solution. En revanche, en France, on a des équations qui fonctionnent pour des applications chaleur pure. Par exemple, le séchage de boue de stations d'épuration, 9 millions de tonnes de boue aujourd'hui produites, 80% d'eau. Si vous avez l'idée de les sécher avant de les transporter, vous réduisez par 4 leur volume, donc par 4 leur coût d'évacuation. Et donc c'est pertinent de les sécher, et pourquoi pas de les sécher avec des résidus végétaux, ce qui vous fait gagner sur les deux tableaux. Et économie dans l'évacuation de résidus végétaux, économie dans l'évacuation de boue. Mais vous avez aussi des solutions de chauffage des petits réseaux de chaleur. Il y a plus de 1000 réseaux de chaleur qui sont entre 500 kW et 1 MW en France, dont la plus grande partie est alimentée par des énergies fossiles aujourd'hui. Eh bien, passer ces centrales-là en énergie renouvelable à plus de 51% permet à celui qui produit l'énergie de facturer avec 5% de TVA au lieu de 20%, et ça sur l'ensemble. Donc ça, c'est un petit dispositif qui permet d'avoir des retours à investissement de nos centrales sur des taux de retour de l'ordre de 3 à 5 ans, donc ce qui était très intéressant. Après, on a d'autres applications chaleur, production de granulés, par exemple, de combustible, ou aussi avec de la chaleur, on peut faire du froid. Hein, dans certains pays, c'est intéressant.
Donc application chaleur pour la France principalement, application électricité, principalement sur les pays en voie de développement, mais aussi chez nos voisins européens. Donc comment se présente notre mini-centrale? En fait, on l'a conçue de manière modulaire pour pouvoir nous adapter aux différents besoins des clients. Donc on a un premier module, là on a représenté, donc c'est un conteneur sur pied, où on accueille la biomasse broyée. Hein. On part toujours de biomasse broyée, on va dire jusqu'à 80 mm, soit de longueur, soit de diamètre. Mais bon, ça peut être soit un conteneur plus gros, soit carrément un bac en ciment avec des fonds racleurs, voilà. Mais ça dépend en fait de la biomasse qu'on va traiter sur une année. Nous, on peut traiter entre 2 et 20 000 tonnes de biomasse par an. Ensuite, la partie intéressante, c'est le gazéifieur. Voilà, donc dans la partie centrale ici en rouge. Donc dans ce gazéifieur, on amène la biomasse par des vis sans fin ou des vis sans âme, et on va donc gazéifier la biomasse. Donc c'est un peu les 4 réactions que Martial a montré tout à l'heure. Hein, donc séchage, pyrolyse, oxydation, réduction. Et donc on produit ce fameux gaz qu'on appelle le gaz de synthèse. Et nous, dans notre application, on brûle directement ce gaz. On verra pourquoi tout à l'heure. On a choisi de brûler directement ce gaz. Et on va donc... Contrairement à ce qui est fait dans un gazogène. Donc on expliquera la différence. Et donc on va utiliser la chaleur produite ensuite selon les besoins de l'utilisateur. Donc si c'est pour alimenter un réseau de chaleur, l'eau chaude produite va alimenter directement le réseau de chaleur. Si c'est pour faire du séchage, l'eau chaude produite va alimenter un sécheur avec un échangeur OR, hein, c'est la partie du haut. Et si on veut générer de l'électricité, nous on va le faire avec une turbine ORC. Voilà. Et donc, si on veut générer du froid, bien on mettra une machine à absorption qui, à partir de la chaleur générée, va générer du froid. Donc, ce qui est important de retenir, c'est une centrale modulaire qui va s'adapter donc en termes de quantité et de qualité d'énergie produite aux besoins et à la biomasse du client. Alors, juste pour compléter, donc, si on fait de la chaleur pure, on va produire entre 500 kW et 5 MW. Et en termes de production d'électricité, on va être entre 30 kW et 1 MW électrique. Donc là, en fait, sur les centrales qu'on a déjà fabriquées, donc celle-ci, c'est une photo de notre centrale à hier. En fait, on convainquait avec des slides et un beau PowerPoint, on convainc personne. Donc en fait, les gens ne croyaient pas. Surtout la gazéification, il y a des expériences mitigées depuis 40 ans maintenant, depuis le gazogène. Il y a beaucoup de centrales qui ont été faites et puis qui n'ont pas vraiment fonctionné. Et le fait qu'on allait arriver à faire fonctionner ça avec du déchet vert, les gens étaient plutôt suspicieux et incrédules. Donc en fait, on a fait une première centrale de 750 kW chez nous, avec un ORC de 65 kW. Et en fait, on a prouvé qu'on arrivait à faire marcher ça. Je vous expliquerai après comment est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose qui marchait quasiment du premier coup et de façon fiable. On s'est appuyé sur le big data et puis sur l'expérience que j'avais sur les grosses centrales. Donc on a réinjecté de l'automatisme de grosses centrales dans des solutions petites centrales et on a croisé ça avec du big data. Ça nous a permis de progresser très rapidement et d'arriver à des résultats concrets avec des réactions qui ne sont pas forcément caractérisées dans les labos d'université, mais que nous, Gazard, souvent, quand on ne connaît pas la solution au départ, eh bien, on va faire des tests à l'arrivée et on va essayer de repartir de l'empirique. C'est un petit peu comme ça qu'on a réussi à mettre au point notre première centrale. Donc, ici, c'est une deuxième centrale. C'est notre première centrale industrielle qui est en Sicile. Donc, en fait, on n'a pas de clients en France, mais on a des clients à l'étranger. Cette centrale, 2,5 MW thermique, 200 kW électrique, elle tourne au déchet vert. Elle est allumée en mars de cette année et elle devrait commencer à tourner en continu dans les jours qui viennent. Tous les tests de qualification ont été passés et maintenant il reste à régler des problèmes administratifs entre le client et Enel, mais ça devrait tourner et être l'électricité vendue, je crois, entre 25 et 28 centimes du kilowattheure. Donc entre 25 € et 28 € du mégawattheure.
Donc on arrive à des prix qui sont pas mal, voilà, avec ces technos-là. Et pourtant c'est du petit. Pardon? Ah, je me trompe, c'est 250 euros du mégawattheure. Ah voilà, 250 euros du mégawattheure, pardon, que Enel, 250 euros, que Enel a décidé de payer pour finalement que les nouvelles énergies renouvelables enfin, sortent et puis commencent à être finalement être fiabilisées, etc. Donc ici, troisième démonstrateur qui existe chez nous en France, le premier que je vous ai montré de 750 kW, transformé de l'eau à 110 degrés et avait une petite turbine ORC derrière avec un rendement électrique relativement faible. On est de l'ordre de 6-7%. En cogénération, on peut monter à 75%, mais un rendement très faible. C'était pour la preuve du concept. Dès lors que vous montez la température d'eau dans l'échangeur eh bien à 200 degrés, par exemple, sur celui-là, eh bien, vous atteignez des rendements de 13 à 15%. Donc, ça double les rendements de ce qu'on avait à 110 degrés. Et si vous passez sur des fluides de la boucle d'échange entre les fumées chaudes qui sont à 1000 degrés et les fluides thermiques, si on passe sur de l'huile à 300 degrés, eh bien, on va atteindre des rendements qui sont proches de 20%. Donc là, c'est notre démonstrateur numéro 3 qui est ailleurs et qui fait 550 kW. C'est-à-dire qu'on essaye d'augmenter les rendements, on essaye de diminuer la taille de nos centrales, puisqu'on sent que le gros marché, en tout cas en Afrique et dans les pays en voie de développement, ce sont des marchés avec des unités de plus en plus petite taille, ce qui permet de consommer de la biomasse localement sans la déplacer. Donc voilà. Alors, dans les applications qu'Hubert vous a montrées, on a application production électrique, mais on a aussi sécheur. Donc ça, c'est notre démonstrateur de sécheur qu'on a hier, qui est sur 3 étages et qui est complètement automatisé. En fait, toutes nos centrales tournent de façon autonome complètement. Et ça, typiquement, c'est un sécheur universel qui peut être adapté pour le séchage des boues, mais également qui pourrait sécher, par exemple, des oignons. Au Bénin, il y a une grosse production d'oignons qui a été finalement perdue il y a 1 an ou 2, parce que un oignon humide, ça pourrit, un oignon sec, ça se conserve. Ils avaient des sécheurs solaires. Il n'y a pas eu de solaire il y a 2 ans, et donc toute la production a pourri. Typiquement, si avec de la biomasse vous séchez des oignons, ben vous avez des oignons qui se conservent beaucoup plus longtemps. C'est un type d'application. Ça peut être, on peut sécher un petit peu tout résidu agricole ou des choses qui auraient, ou des plaquettes forestières qui n'ont pas beaucoup de valeur quand elles sont humides, mais qui se vendent cher quand elles sont sèches. Voilà. Alors comment notre procédé se distingue des autres procédés concurrents? Donc on a vu tout à l'heure effectivement que les gens qui font la pyrogazéification, souvent ils utilisent le gaz de synthèse pour faire tourner un moteur. Hein. C'est l'exemple de, c'était Gussing ou Froling, je sais plus, Gussing. Voilà. Donc là effectivement, il faut produire un gaz très propre et donc le purifier quand il sort du gazéifieur, sinon le moteur est flingué en quelques centaines d'heures, on va dire, ou dizaines d'heures. Voilà. Donc, c'est ce qui implique qu'on doit partir d'une biomasse très propre, donc de plaquettes forestières, hein, donc qui sont des troncs débités, avec peu de déchets dedans, peu de cendres. Et même si on part de plaquettes propres, il faut absolument purifier le gaz, enlever tout le goudron qu'il y a dedans, enlever les poussières, les cendres, pour pouvoir faire tourner un moteur. Donc nous, c'est pas l'option qu'on a choisie. Parce que nous, on part alors, ces plaquettes forestières, on a vu qu'elles coûtaient à peu près 70 € par tonne. Et nous, en fait, on va partir de biomasse beaucoup moins noble, beaucoup plus difficile, donc les déchets verts ou même les déchets forestiers, parce qu'on ne va pas brûler dans une chaudière biomasse, qui ont un coût nul, voire négatif. Donc ça va complètement changer les économies de fonctionnement de la centrale. Et donc, à cause de cette biomasse dont on part, qui est un peu sale, on ne peut pas produire un gaz de synthèse très propre. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'option d'une turbine ORC pour fabriquer Organic Ranking Cycle. Donc c'est des cycles de ranking avec un fluide organique et non de la vapeur d'eau. Je vais le dire différemment. Pour ceux qui connaissent le cycle
les cycles combinés eau-vapeur, où en fait on produit de la vapeur d'eau qui est détendue à travers une turbine à vapeur. Et bien ensuite il y a un condenseur, ça se condense dans le condenseur. On va repomper l'eau du condenseur et puis on va là. Et donc ça marche très bien, mais au-dessus d'un mégawatt électrique. On a voulu développer ça pour nous, la turbine à vapeur. Et en fait, on atterrit à des turbines qui ne sont pas constructibles. Pour faire une turbine de 50 kW, avec 25% de rendement, il faut la faire tourner à 100 000 tours minute et avoir des ailettes. La taille des ailettes est de l'ordre du millimètre. Donc en fait, ça ne marche pas. Pour finalement arriver quand même à contourner ce problème-là, on fait appel à des fluides qui sont autres que l'eau, c'est-à-dire qui vaporisent et qui ont un cycle de vaporisation et détente qui est plus adapté à nos températures. Et donc, c'est des sortes de fréons, si vous voulez. Et l'intérêt de l'ORC, c'est qu'en fait, il tourne en circuit fermé, comme un frigidaire. Et on peut le mettre en Afrique, on peut le mettre n'importe où. Il y a très peu de maintenance et il n'est pas pollué par la biomasse, contrairement au moteur à combustion interne qui prend. Voilà. Alors, on a des rendements plus faibles dans notre procédé, mais on a moins de maintenance et on a une longévité plus importante. Le rendement, ce n'est pas si déterminant dès lors que la biomasse est un déchet qui est non valorisé et qui serait gaspillé. Vous allez en consommer un peu plus, à la limite, vous allez rendre un peu plus service à votre client ou vous allez lui faire plus d'économies parce qu'il payait pour s'en débarrasser. Voilà un petit peu pourquoi on a choisi cette option. Donc en résumé, notre solution est moins onéreuse à l'investissement, puisqu'on n'a pas le système de purification qui, en général, double presque le coût de la centrale. On a moins de maintenance qu'une turbine ORC, ça fonctionne en circuit fermé pendant des dizaines de milliers d'heures, et on peut accepter un large spectre de biomasse, tant en termes de qualité que d'humidité, ou même en termes de taux de cendre. Voilà. Maintenant, par rapport aux chaudières biomasse classiques, on l'a vu, là aussi un large spectre de biomasse. On fait moins de pollution. Pourquoi ? Parce qu'on passe par une étape de gazéification. Donc on produit moins de fumée, et les fumées qu'on produit sont naturellement plus propres. Donc par exemple, nous, on contrôle les NOx avec notre procédé, alors que souvent, une chaudière biomasse, il faut faire une injection durée. Il faut purifier les fumées pour sortir aux normes environnementales d'aujourd'hui. Voilà. Et en plus, notre système lui s'adapte automatiquement au changement de qualité de la biomasse d'une heure sur l'autre. Alors dans une chaudière biomasse, en général, il faut reprendre tous les réglages, voire quelquefois changer la grille. Et en plus, on offre un très haut niveau de sécurité avec les centrales que l'on propose aujourd'hui. Et enfin, si on se compare à la méthanisation, alors la méthanisation, elle fonctionne sur des déchets humides, très humides, puisqu'on part de lisier ou de produits liquides. Donc c'est un peu différent de nous, mais en fait, on est tout à fait complémentaires. Alors, on n'a pas besoin d'autorisation ICPE. Nous, en dessous de 2 MW, on n'est pas soumis à autorisation ICPE en partant de biomasse végétale. Donc on traite les biomasses qui ne sont pas traitées en méthanisation, donc tout ce qui est ligneux et celluloligneux. L'investissement est moindre et l'emprise au sol est beaucoup moins importante. Une de nos centrales peut tenir sur 100 mètres carrés. Alors pour une unité de méthanisation, c'est souvent au moins 1 hectare. Et on convertit toute la biomasse en énergie. Quand vous faites de la méthanisation, une partie de la biomasse est convertie en méthane, mais dans le résidu, ce qu'on appelle le digestat, voilà, il reste beaucoup d'énergie. Et nous, ces digestats, on peut aussi les convertir en énergie. Voilà, donc c'est pour vous illustrer les principales différences, et on va avancer. Les points différenciants, voilà, sur le spectre large de biomasse, on en a déjà pas mal parlé, donc on va peut-être pas s'étaler là-dessus. Là, vous avez quelques exemples de biomasse qu'on a traités chez nous, parmi d'autres. Oui, oui. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, en fait, c'était la réaction de pyrogasification qui montre, mais on a eu un exposé tout à l'heure très intéressant. En fait, à partir de la biomasse, donc la gasification transforme en monoxyde de carbone et en hydrogène. Et puis après, donc on gazifie dans un premier temps et ensuite on fait brûler le gaz de synthèse avec ce qu'on appelle la post-combustion pour retransformer en CO2 et en eau. Et on a donc des émissions très faibles. Là, vous voyez la couleur caractéristique de la gazéification, c'est orange vif. Et puis là, on a voulu montrer la cheminée qu'on a. C'est-à-dire quand on est à quelques mètres de la cheminée chez nous, on ne sait pas si la centrale tourne. La centrale est très silencieuse, mais en plus, la fumée est complètement transparente, on ne voit rien.
Donc ça, c'est Et là, la centrale a fonctionné ce jour-là. voilà, elle fonctionnait, oui. Bon, si vous voulez, une des particularités, on ne va pas s'étendre, mais ce qui rend notre centrale différente des autres, c'est qu'on a un niveau d'automatisation qui est très élevé, qui est comparable à ce qu'on peut avoir sur une centrale de plusieurs centaines de mégawatts. Mais en même temps, bon, c'est simple. Cette automatisation nous permet de faire tourner complètement automatiquement la centrale, d'avoir des opérateurs qui sont à distance avec le téléphone, l'iPhone dans la poche. Nous aussi, on le fait. Il n'y a pas qu'en Autriche. Et on peut également améliorer le programme à distance, ça c'est intéressant. Mais on couple ça avec un système de big data. Toutes nos données récoltées un petit peu dans le monde entier finissent sur un serveur à Clermont-Ferrand d'une société qui est dirigée par un autre Gazar, BrainCube, qui sont des spécialistes du big data. On prend à peu près 1000 données par seconde. Ces données sont ensuite traitées statistiquement. On va isoler les endroits où finalement la centrale marche le mieux. Et ensuite, pendant la période de mise au point, on va réinjecter dans le contrôle-commande ces périodes-là, indépendamment d'équations théoriques. Et on va systématiquement aller placer la centrale dans les zones de confort dans lesquelles elle ne pollue pas et dans lesquelles le rendement est le meilleur. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un système qui marchait rapidement. Vas-y, passe, je crois qu'il faut accélérer. On a quelques projets de R&D, donc on vous a montré nos centrales commerciales, mais en fait, nous, on est condamné à faire de la R&D, à s'améliorer en permanence pour devenir plus attractif. Et donc, typiquement, on vient de gagner un projet FEDER, c'est un des fonds européens, pour faire finalement un projet idéal sur un site isolé à partir de notre centrale biomasse. Eh bien, le problème d'un site isolé, c'est que l'énergie électrique consommée n'est pas la même tout le temps. Et notamment en Afrique, on en a besoin surtout la journée, et puis la nuit, ça travaille moins. Et en fait, plutôt que de faire baisser la puissance de la centrale, eh bien, on se propose de faire du froid la nuit, par exemple, ou de faire du froid avec l'excédent de chaleur qui n'est pas nécessaire à l'électricité. Donc, on a deux collecteurs. Un prioritaire qui va orienter la chaleur nécessaire à la production électrique vers l'ORC. Quand l'ORC n'a pas besoin de produire autant, on va faire du froid avec un storage, comment on dit un storage en français ? Un stockage, merci. Un stockage de froid qui va permettre finalement ensuite de dépendre ce froid le lendemain dans la journée. Au niveau de la production électrique sur réseau de chaleur, vas-y, passe là, sur réseau isolé, c'est assez compliqué du fait de la stabilisation de la fréquence. Une centrale biomasse toute seule n'est pas capable de maintenir un réseau îloté parce qu'il faut des réponses à la milliseconde. Quand vous changez une consigne de charge sur une centrale biomasse, il faut 20 minutes pour atteindre la nouvelle consigne, ce qui ferait de la surfréquence. Donc, en fait, typiquement, là, on a un projet de R&D qui associe un volant d'inertie avec un ORC, un générateur diesel qui tourne en fait avec de l'huile végétale, des panneaux solaires et puis des batteries et des onduleurs. Et en fait, en associant des technologies mixtes, en particulier batteries, onduleurs, et ORC, on va pouvoir faire la stabilité nécessaire. On peut aussi y associer donc un volant d'inertie. Les volants d'inertie et les batteries peuvent stabiliser la fréquence dans un laps de temps de quelques millisecondes, ce que ne peut pas faire la centrale biomasse. Et donc, avec un contrôle-commande qui marche bien, on peut arriver à finalement produire la majorité de l'électricité avec de la biomasse, tout en finalement stabilisant la fréquence avec les technos complémentaires. Donc ça, c'est un projet de 18 mois qu'on commence cette année. Oui, d'accord. Deuxième projet R&D. En fait, on a été approché par une entreprise, un groupe suédois qui s'appelle Cellmark, qui a un gros 3 milliards de chiffre d'affaires, qui est un ancien papetier qui s'est reconverti dans les produits
donc les déchets du papier vers l'énergie, hein. Et en fait, donc cette société cherche une solution pour valoriser les CSR, combustibles solides résiduels, dans des petites centrales. Et donc typiquement, on a un projet de fabrication d'un démonstrateur à Avignon avec eux pour essayer de valoriser d'abord le bois B. Le bois B, ce sont du bois peint, par exemple, ces bois de mauvaise qualité, où on a des stocks très importants en France et qu'on ne sait pas vraiment valoriser parce que la réglementation est compliquée et puis il n'y a pas vraiment de solution petite. Deuxième type de matériaux qu'on veut valoriser, les résidus de câbles, là ce que vous avez là. Le cuivre sur le vieux câble est récupérable, mais les résidus plastiques, on ne sait pas les récupérer. Et notre techno de gazification est assez propice à ça. Il faut juste rajouter un traitement de fumée. Donc on s'intéresse, et puis les résidus plastiques, on s'intéresse à ce que font pas les autres pour trouver des solutions vraiment pérennes et en petit, parce qu'on est toujours dans le local avec valorisation de déchets locaux pour une production d'énergie locale. Donc là, c'est un projet. Alors, donc voilà, Antoine nous avait demandé aussi de parler un peu des problèmes que l'on rencontre dans le développement de notre technologie. Alors, on a déjà parlé des tarifs de rachat électrique en France. En fait, donc il n'y a pas de tarif de rachat pour les centrales biomasse en dessous de 300 kW. Donc, quand on veut faire du petit, 50 kW, il n'y a pas de tarif de rachat. Donc, c'est déjà une première, une grosse difficulté. Et si on le vend, c'est au prix du marché, donc c'est 3 centimes d'euros. On va dire entre 3 et 6 centimes. Oui, c'est vraiment 3. très bas. Si on veut faire 300 kW et au-dessus, on est obligé de passer par un appel d'offres de la CRE pour obtenir un tarif de rachat. Donc, d'emblée, on va prendre un an de délai, parce qu'entre le temps où on va présenter le dossier et le temps où il sera accepté, on prend un an. Voilà. Donc, en France, on est vraiment pénalisé pour la production d'électricité à partir de biomasse. Hein. Et par comparaison, donc Jean vous en a parlé, en Italie, en Angleterre, il y a des tarifs de rachat bien plus élevés et automatiques, comme on a par exemple pour la méthanisation en France. En France, vous démarrez une unité de méthanisation de pas trop grande taille, vous avez automatiquement un tarif de rachat. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est la législation qui est complexe et lourde. Alors, jusqu'à 2 MW thermiques, ça va, on est à peu près tranquille à partir de biomasse propre. Hein. Mais dès qu'on prend du bois de classe B, des bois qui sont légèrement traités, on tombe dans le régime ICPE au-dessus. Alors là, c'est 18 mois de dossier. C'est une procédure longue, coûteuse. Voilà, dès que les produits sont considérés comme des déchets, tout devient beaucoup plus complexe. Alors que nos collègues italiens et allemands, ils traitent ça beaucoup plus facilement. Et les contrôles des émissions pour les installations ICPE sont très coûteux, puisqu'on demande des contrôles d'émissions en continu sur les produits comme les dioxines, les furanes, qui sont extrêmement chers, donc qui peuvent se justifier sur des centrales de forte puissance, mais qui sont beaucoup trop onéreux pour les centrales de petite puissance. Et enfin, le financement, c'est un vrai parcours du combattant. Alors en France, on dit c'est un pays merveilleux pour développer l'innovation. C'est vrai, on a des aides de la BPI, de l'ADEME, on trouve des financements assez facilement pour développer les prototypes, mais après, quand il s'agit de vendre à des industriels, là, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que les gens en France aiment bien l'innovation, mais une innovation qui a fait ses preuves. Donc c'est un peu une contradiction dans les termes. Voilà. Donc voilà, les industries sont vraiment frileuses. Là, on va peut-être réussir à concrétiser notre première vente avec Engie dans un mois, mais ça fait 3 ans qu'on est en discussion avec eux, par exemple, hein, et on a fait pas mal d'opérations avec eux, du coaching accéléré, de l'incubation, enfin voilà, et c'est vraiment très long en France d'arriver à vendre nos produits. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jean ? Non, mais rapidement, si on a quelques temps, c'était montrer quelques slides sur Madagascar. D'accord. Donc en fait, à Madagascar, nous, à Madagascar, oui, vas-y, passe-les en revue. À Madagascar, on a eu l'occasion d'y aller en se disant, l'Afrique, on veut mettre un pied là-bas. Et en fait, on a envoyé 2 VIE pour aller monter un projet. Au début, c'était des mini-centrales diesel photovoltaïque avec le même type de contrôle-commande que ce qu'on fait pour la biomasse, en disant, une fois qu'on a un pied là-bas, on arrivera à vendre des solutions hybrides avec de la biomasse. Et en fait, on a été assez surpris, en fait, un grand accueil très favorable. Donc, en moins d'1 an, il y a eu 300 000 € de chiffre d'affaires qui a été fait dès la première année. Ils sont passés de 2 à 6. On a embauché 4 locaux là. On a un carnet de commandes de 2 millions d'euros pour l'année qui vient.
et en fait un gros développement qui nous incite finalement à appuyer sur le champignon en Afrique. Donc c'est sympa. On a une douzaine d'installations qui ont été vendues, qui sont en place, et puis ça continue. Et on espère, voilà. Et donc derrière, pour nous, Madagascar, c'est un pays pilote, et derrière, on compte se déployer sur d'autres pays africains. Voilà, c'est terminé. J'espère que...